En ce moment, la relation la plus déterminante de l'histoire de l'Alliance occidentale se fracture en temps réel. Pas lentement, pas diplomatiquement, pas avec le langage soigneusement pesé des ministres des Affaires étrangères et des communiqués de presse, mais violemment, publiquement et en direct à la télévision. Ce que vous allez comprendre n'est pas un différend commercial. Ce que vous allez comprendre, c'est une rupture géopolitique à grande échelle entre deux pays qui partagent la plus longue frontière non défendue de la planète, une frontière par laquelle transitent chaque jour plus de 2 milliards de dollars de marchandises, et un homme est arrivé en heure de grande écoute avec des documents à la main, une décision juridique dans sa poche, et le genre de calme qui n'existe que lorsqu'on sait qu'on a déjà gagné l'argument, et il a tout exposé. Apparemment, dans l'école trumpienne des affaires d'État, un traité signé est parfois traité comme un accessoire jusqu'à ce que quelqu'un le lise à voix haute. Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, un homme qui a traversé des crises financières qui auraient brisé des institutions plus fragiles, est allé sur CNN et a fait quelque chose qu'aucun dirigeant étranger n'avait tenté à l'ère moderne. Il a contourné Washington au complet, il a sauté le département d'État, il a ignoré tous les canaux diplomatiques parallèles et toutes les fictions politiques que les gouvernements utilisent pour gérer leurs désaccords à huis clos. Il est allé directement dans les salons américains et s'est adressé directement au peuple américain. 37 minutes, aucun script visible sur le bureau, aucune nervosité dans la voix, seulement des preuves, une structure et un dossier si étanche qu'il est tombé comme un verdict. Et voici la thèse que vous devez garder en tête pendant les 20 prochaines minutes. Les États-Unis d'Amérique, le pays qui a conçu l'ordre international fondé sur des règles, qui a défendu le libre, échange pendant 70 ans, qui a rédigé le traité qu'il viole maintenant, ont officiellement perdu devant l'arbitrage international. Les preuves sont au dossier. La décision est unanime. Et le président des États-Unis a répondu à cette décision non pas par un contre-argument juridique, mais par des publications sur les réseaux sociaux et une escalade tarifaire. Ce n'est pas de la force, c'est le comportement de quelqu'un qui a épuisé ses arguments et qui se rabat plutôt sur le levier de pression. Quand le dossier se dérobe, la mise en scène devient soudain très bruyante. Cela touche votre facture d'essence, votre épicerie, le prix du bois quand vous essayez de rénover votre cuisine, le coût du camion que votre voisin prend pour aller travailler. On parle de la plus grande relation commerciale bilatérale de l'histoire du monde, 762 milliards de dollars d'échanges de biens par année, désormais pris dans l'une des ruptures les plus destructrices depuis la signature de l'ALENA en 1994. Et les secousses frappent déjà votre portefeuille, que vous y ayez prêté attention ou non. Nous connaissons l'architecture factuelle de cette confrontation parce qu'elle est abondamment documentée. 3 panels distincts en droit commercial se sont prononcés. L'Organisation mondiale du commerce a officiellement reçu la demande de règlement de différend du Canada en mars 2025 en invoquant des violations de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, le fondement même du commerce mondial moderne. Le Canada a lancé une deuxième procédure à l'Organisation mondiale du commerce en avril de la même année, visant les tarifs américains sur les voitures et les pièces automobiles. Plusieurs spécialistes du droit, à Georgetown, Harvard et à la London School of Economics, ont examiné le texte de fond de l'accord Canada, États-Unis-Mexique, l'ACUM, et sont arrivés à la même conclusion. Les tarifs, tels qu'ils ont été appliqués, ne satisfont pas au seuil juridique exigé par les dispositions d'urgence de l'accord. Et en février 2026, la Cour suprême des États-Unis elle-même a statué que le principal fondement juridique des tarifs, l'International Emergency Economic Powers Act, n'avait jamais auparavant été utilisé pour justifier des tarifs exécutifs unilatéraux de cette ampleur et qu'il était insuffisant sur le plan constitutionnel à cette fin. Voici la chronologie condensée qu'il faut comprendre pour mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé. Janvier 2025, annonce de tarifs généralisés contre le Canada et le Mexique. Février 2025, déclaration d'une urgence nationale pour justifier juridiquement ces tarifs. Mars 2025, les tarifs entrent en vigueur. Le Canada riposte avec 22 milliards de dollars de contre-mesures. Avril
2025, ajout de tarifs sur l'automobile. Déclenchement d'une élection canadienne sous l'effet d'une vague d'indignation publique. Mais 2025, Mark Carney est élu Premier ministre sur un mandat explicitement anti-tarif et rencontre Trump dans le bureau ovale, où il lui dit calmement et publiquement que le Canada n'est pas à vendre. Août 2025, les tarifs montent à 35% sur les importations canadiennes non conformes à la CEUM. Octobre 2025, Trump déclare les discussions commerciales avec le Canada terminées. Février 2026, la Cour suprême juge illégale l'architecture tarifaire. Avril 2026, les libéraux du Canada obtiennent une majorité parlementaire complète. Chaque étape plus courte que la précédente, chaque étape plus rapide dans l'escalade que tout ce que l'on avait prévu. Le schéma a presque une forme d'élégance à sa manière. Signer l'accord, briser l'accord, puis se montrer offensé que l'accord existe encore. Voilà ce que cette séquence vous dit. Il n'a jamais été question de fentanyl et il n'a jamais été question de déficits commerciaux. Il est question de levier, de domination et de savoir si un plus petit pays peut être forcé à capituler par la douleur économique. Laissez-moi vous faire entrer dans la pièce où cette confrontation s'est cristallisée. Imaginez le studio de CNN dans les semaines qui ont suivi la décision de la Cour suprême. Le plateau est éclairé par cette teinte particulière d'autorité aux couleurs primaires que la télévision utilise pour signaler le sérieux. Carney est assis en face de l'animateur avec le sang-froid d'un banquier central, ce qu'il est précisément. C'est un homme qui a passé des années à regarder les marchés financiers tenter de déjouer son bluff et perdre. Il n'est pas déstabilisé par les caméras. Il n'est pas déstabilisé par les interruptions. Il a passé toute sa vie professionnelle à prendre des décisions dans des conditions d'extrême incertitude et à les communiquer en même temps au marché, au gouvernement et aux populations. Il sait exactement ce qu'il fait ce soir-là. Il ne commence pas par des politesses, il ne remercie pas l'animateur de l'avoir invité, il entre en plein milieu d'une idée, comme s'il poursuivait une conversation que le public venait de surprendre. Il dit « Le Canada n'a pas commencé cela, le Canada n'a pas violé les accords, le Canada n'a pas déstabilisé les alliances, le Canada n'a pas menacé l'unité. » Chacune de ces actions a été prise par l'administration de Donald Trump. Arrêtez-vous un instant et comprenez ce qui vient de se produire sur le plan rhétorique. En moins de 60 secondes, Carney a complètement transformé le cadre du conflit. Ce n'est plus une histoire où un plus petit pays résiste à un plus grand. C'est désormais une histoire d'accords signés, de violations juridiques claires et d'une administration qui a choisi l'agression plutôt que le respect des règles. Il devient embarrassant de se présenter comme le champion du contrat, quand le contrat lui-même est là, comme un témoin peu impressionné. La défense, même dans l'esprit de ceux qui soutiennent les tarifs, doit maintenant partir d'une position où il faut expliquer pourquoi rompre un accord qu'on a soi-même négocié serait finalement acceptable. C'est une position perdante dans n'importe quel tribunal et Carney vient de transformer l'heure de grande écoute américaine en salle d'audience. Ce qui a suivi est la preuve documentaire qui rend cette émission si importante. Il a tendu la main à travers la table, littéralement, et a déposé devant la caméra un exemplaire de la CEUM, le texte lui-même, imprimé, annoté, balisé. Il a ouvert à des clauses précises et a guidé les téléspectateurs dans le texte comme un professeur qui explique quelque chose de si évident qu'il est presque gênant de devoir le dire à voix haute. Aucun tarif n'est permis dans ces conditions. Aucune zone grise, aucune ambiguïté dans la rédaction. L'accord que Donald Trump lui-même a négocié et signé pendant son premier mandat interdit explicitement les gestes que son administration a posés pendant son deuxième. Et ensuite, Carney a cité la décision internationale unanime, non partagée, non contestée, unanime. En direct à la télévision américaine, un chef de gouvernement étranger venait de montrer au peuple américain que son propre président avait signé un accord, puis rompu cet accord, puis accusé le pays avec lequel il l'avait rompu d'être déraisonnable. Ce n'est pas du commentaire, c'est une mise à nu. Il s'avère que les petites lignes deviennent soudain beaucoup moins décoratives quand quelqu'un les lit avec un visage impassible. Et la façon de livrer cela l'a rendu dévastateur. Et il n'y avait aucune colère
dans la voix de Carney, aucune indignation, aucune fureur vertueuse, seulement le ton calme, presque clinique, de quelqu'un qui lit une conclusion déjà prouvée avant même le début de l'entretien. Quand on livre un verdict de cette ampleur, sans hausser la voix, cela ne ressemble pas à une attaque. Cela ressemble à un fait. Voici la première pièce à conviction. Les tarifs imposés par Trump sur l'acier et l'aluminium canadiens sont juridiquement incohérents au regard de l'accord qu'il a lui-même rédigé. En 2020, quand Trump a signé la CEUM, sa grande réussite commerciale de premier mandat, il a accepté des mécanismes précis de règlement des différends et des conditions précises dans lesquelles des tarifs d'urgence pouvaient être appliqués. Ces conditions incluent des menaces documentées à la sécurité nationale, spécifiques, imminentes et vérifiables. La justification juridique de l'administration invoquait le trafic de fentanyl en provenance du Canada comme situation d'urgence. Voici la réalité documentée. Selon les propres données du US, Customs and Border Protection, le Canada représente moins de 1% du fentanyl saisi aux frontières américaines. Moins de 1%. La propre agence de l'administration contredit la propre justification juridique de l'administration pour ces tarifs. Quand la théorie juridique d'une mesure est démolie par l'agence chargée de l'appliquer, on n'est plus seulement devant un échec de politique publique, on est devant une urgence fabriquée. Donner à cela le nom d'urgence ne transforme pas magiquement l'improvisation en doctrine, même si le modèle de conférence de presse a clairement continué d'essayer. Et les urgences fabriquées pour justifier des violations de traités ne sont pas un problème politique intérieur, ce sont des problèmes de crédibilité internationale. Chaque gouvernement allié qui regarde cela est maintenant en train de réviser sa propre idée de ce que valent les engagements américains, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Voici la deuxième pièce à conviction. Les dommages économiques causés par ces tarifs reviennent en boomerang. La justification publique de l'administration a toujours été que les tarifs protègent les travailleurs américains et punissent les gouvernements étrangers. Les données racontent autre chose. General Motors a annoncé que la structure tarifaire coûterait à l'entreprise entre 4 et 5 milliards de dollars en 2025 seulement. Pas aux travailleurs canadiens, mais aux actionnaires américains, aux fonds de pension américains, aux employés américains. Le livre beige de la Réserve fédérale, l'enquête économique périodique de la Banque centrale, a documenté des baisses importantes du tourisme transfrontalier canadien vers le nord de l'État de Washington, la Californie et la région des Grands Lacs. Des hôtels, des restaurants et des commerces de détail dans les collectivités frontalières américaines perdent des clients canadiens à un rythme documenté et mesurable. La Tax Foundation estime que ces tarifs équivalent à une hausse d'impôts moyenne de 1 500 $ par famille américaine en 2026. Ce n'est pas une taxe étrangère imposée à un pays étranger. C'est une taxe intérieure imposée aux consommateurs américains, perçue à la frontière et redistribuée au trésor. Les travailleurs de l'Ohio, à qui l'on avait dit que ces tarifs protégeraient leur emploi, paient 1 500 $ de plus par année en coûts d'importation cachés. Voilà à quoi ressemble une victoire. Le slogan reste patriotique. La facture, elle, ne l'est pas. Et voici où cela devient encore pire. La troisième pièce à conviction est la propre décision de la Cour suprême du 20 février 2026. Les juges ont statué que l'International Emergency Economic Powers Act, le fondement juridique des tarifs les plus larges et les plus dommageables de tout cet épisode, n'avait jamais auparavant été utilisé pour justifier des tarifs exécutifs unilatéraux d'une telle ampleur, et qu'il était insuffisant sur le plan constitutionnel à cette fin. Laissez cela pénétrer. L'architecture juridique qui a rendu ces tarifs possibles a été invalidée par la plus haute cour des États-Unis, pas par une cour partisane, pas par une décision militante. Pour un mouvement qui aime le théâtre de l'autorité juridique est devenue un accessoire plutôt encombrant. La conclusion de la Cour reposait sur un principe constitutionnel simple. Le Congrès a le pouvoir d'établir des tarifs, et le Congrès n'avait pas délégué ce pouvoir assez largement pour permettre au président d'imposer ce qui équivaut à la plus forte hausse moyenne d'impôts sur les ménages américains depuis 1993. Les tarifs demeurent partiellement en vigueur par l'entremise d'autres mécanismes juridiques.
ce qui crée exactement le type d'incertitude réglementaire que les entreprises détestent davantage encore que les impôts élevés. On ne planifie pas une chaîne d'approvisionnement autour d'une structure tarifaire qui pourrait de nouveau être jugée illégale au prochain trimestre. Des décisions d'investissement sont reportées, des expansions manufacturières sont retardées, et le coût économique de cette incertitude n'apparaît pas dans un seul gros titre. Il s'accumule en silence dans les salles de conseil, dans les décisions d'approvisionnement et dans les offres d'emploi qui ne sont jamais faites. Voici la quatrième pièce à conviction. Et c'est celle que personne, dans les grands médias, ne relie avec assez de clarté à la guerre commerciale. Le Canada est en train de gagner la bataille du pouvoir d'influence. Et cela a des conséquences stratégiques qui survivront à n'importe quel taux tarifaire. Mark Carney a été élu puis réélu sur un mandat explicitement opposé aux tarifs américains. Son parti libéral vient tout juste d'obtenir une majorité parlementaire, des sièges un au-dessus du seuil, bâtis sur les ruines de la relation de Trump avec le public canadien. Les citoyens canadiens, selon des sondages documentés, boycottent des produits américains, ils annulent des vacances aux États-Unis, ils choisissent des biens canadiens à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis des générations. Une vague de nationalisme que Trump a fabriquée à son insu est en train de remodeler l'économie politique du Canada d'une manière qui persistera longtemps après la négociation de tout éventuel accord commercial. Le Canada réduit sa dépendance envers les États-Unis dans l'énergie, les services financiers et les achats en matière de défense. Quand un pays qui achète pour 349 milliards de dollars de vos biens chaque année commence à chercher systématiquement des solutions de rechange, non pas en réaction, mais comme politique, les dommages à long terme pour les exportateurs américains ne se réparent pas en une seule renégociation. Il y a peu de talent de campagne aussi sous-estimé que celui de transformer son meilleur client en stratège de long terme contre soi. Voici ce qui échappe à tous les autres médias. L'histoire, ce ne sont pas les tarifs. L'histoire, ce ne sont même pas les décisions juridiques. L'histoire, c'est ce que ce conflit révèle de l'architecture du pouvoir américain dans l'ère post-ACUM. Pendant des décennies, la capacité des États-Unis à diriger l'ordre international reposait sur une proposition fondamentale. Quand les États-Unis négocient un accord et le signent, cet accord veut dire quelque chose. Les pays alignent leur chaîne d'approvisionnement, leurs décisions d'investissement et leurs relations de sécurité sur l'hypothèse que les États-Unis respecteront leurs engagements. Qu'arrive-t-il à cette hypothèse maintenant ? Pas seulement au Canada, mais au Japon, en Corée du Sud, dans l'Union européenne, et dans chaque capitale qui a vu un traité négocié par les États-Unis être écarté par un président américain dès sa première année de retour au pouvoir. Laissez-moi vous le traduire en termes simples. Chaque pays qui négocie actuellement un accord commercial avec les États-Unis ajoute maintenant une clause, ou au minimum une réserve mentale, pour la possibilité que la prochaine administration américaine se contente de se retirer de tout ce qui aura été signé. C'est pas un problème de politique publique. C'est un problème de corrosion institutionnelle. Et la corrosion institutionnelle ne se guérit pas comme un déficit commercial. Elle se calcifie. Dès qu'on commence à traiter la crédibilité comme un accessoire de campagne jetable, la facture des réparations a tendance à survivre à la ligne d'applaudissement. Maintenant, allons sous la surface de la psychologie à l'œuvre ici, parce que deux visions du monde fondamentalement différentes entrent en collision, et elles ne sont pas toutes deux également cohérentes dans cette situation précise. L'administration fonctionne à partir de ce qu'on pourrait appeler un nationalisme mercantiliste. La croyance que les relations commerciales sont des compétitions à somme nulle, où chaque dollar d'importation est une perte et chaque tarif, un point marqué. Selon cette vision du monde, un déficit commercial avec le Canada prouve que le Canada gagne et que l'Amérique perd. La pression bilatérale, y compris une pression qui viole les accords, est justifiée parce que les accords eux-mêmes étaient de mauvais accords. Il y a une logique interne cohérente à cette vision du monde. Le problème, c'est qu'elle décrit une réalité économique qui n'existe plus depuis le milieu du XXe siècle. L'économie nord-américaine moderne n'est pas un ensemble d'industries nationales distinctes qui s'échangent des produits finis par-delà les frontières. C'est un seul système manufacturier intégré,
Une automobile construite au Michigan contient des composants qui traversent en moyenne 8 fois la frontière entre le Canada et les États-Unis pendant le processus de production. Un tarif sur l'aluminium canadien ne punit pas le Canada. Il augmente le coût des intrants pour chaque fabricant américain qui utilise de l'aluminium, c'est-à-dire la plupart d'entre eux. La frontière fait peu être de bonnes lignes d'applaudissement, mais les chaînes d'approvisionnement ont la fâcheuse habitude d'ignorer la chorégraphie électorale. Le modèle mercantiliste identifie mal l'unité réelle de la concurrence. Il traite les nations comme des équipes dans un tir à la corde, alors que l'économie réelle est un plancher d'usine qui se trouve simplement de part et d'autre d'une frontière internationale. Ce que Carney comprend, et ce que sa formation de banquier central le rend particulièrement capable d'exprimer, c'est que les coûts de cette confusion ne sont pas abstraits. Ils se mesurent en points de base, en taux de chômage et en retard de chaîne d'approvisionnement. Il a observé cette dynamique des deux côtés de l'Atlantique. Il comprend ce qui se produit lorsque l'incohérence politique rencontre des marchés intégrés, et il sait que le moment le plus dangereux n'est pas le choc initial du tarif. C'est le moment secondaire, 6 à 18 mois plus tard, quand des entreprises qui avaient absorbé le choc commencent à prendre des décisions structurelles permanentes pour contourner la source de l'instabilité. Remarquez ce que l'administration n'a pas fait. Elle n'a produit aucun modèle économique montrant que sa structure tarifaire généra un gain net d'emploi américain une fois prise en compte la hausse du coût des intrants, les pertes liées aux tarifs de rétorsion et les coûts de perturbation des chaînes d'approvisionnement. Elle n'a pas pris part au processus de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce qu'elle a pourtant contribué à concevoir. Elle n'a offert aucun contre-argument juridique à la décision de la Cour suprême. L'absence de chacun de ces comportements attendus constitue en soi une donnée. Quand on ne peut pas défendre sa position sur le terrain choisi par l'adversaire, on change de sujet. Le sujet a été changé à répétition. Voilà la doctrine Carney en pratique. Tenir sa position, continuer de citer le document et laisser les esquives de l'autre camp faire le travail à sa place. Quand le mémoire est mince, le spectacle gagne habituellement quelques décibels de plus. Les personnes qui ont suivi cela de plus près ne sont pas des commentateurs politiques. Ce sont des avocats en commerce international, des banquiers centraux et les dirigeants d'entreprises dont les chaînes d'approvisionnement vivent à l'intérieur du cadre de la CEM. Écoutez ce qu'ils disent. Un chercheur principal du Peterson Institute for International Economics, qui suit la structure tarifaire depuis son origine, a décrit l'approche de l'administration comme le fait d'agiter la CEUM comme un levier sans fin plutôt que de le respecter comme un cadre contraignant, et a noté que cela crée un désavantage permanent dans la négociation pour le Mexique comme pour le Canada, parce que les conditions de tout nouvel accord deviennent automatiquement temporaires. Un professeur de droit commercial international à Georgetown, examinant la décision de février de la Cour suprême, a noté que cette décision crée un paradoxe. Les tarifs qui demeurent en vigueur sous d'autres autorités juridiques sont plus fragiles juridiquement que ceux qui ont été annulés, ce qui signifie que l'ensemble de la structure n'est plus qu'à une cause près d'une nouvelle décision. Et un ancien gouverneur de la Reserve Bank of Australia, commentant les implications plus larges pour l'ordre commercial fondé sur des règles, a formulé en des termes qui devraient arrêter tout le monde. Quand l'architecte du système en devient le violateur le plus visible, le système ne se réforme pas. Il se fragmente. Et quand des gens venant d'un spectre aussi large d'expertise économique et juridique arrivent à la même conclusion structurelle, on porte attention. Pour être juste, il existe un véritable contre-argument à la position de Carney, et il mérite d'être pris au sérieux plutôt que balayé du revers de la main. L'argument est le suivant. La CEUM a été négociée dans un contexte de géopolitique relativement stable et de concurrence manufacturière chinoise relativement contenue. Le monde a changé. La capacité industrielle de la Chine a augmenté d'une façon qui rend les chaînes d'approvisionnement nord-américaines vulnérables à la concurrence de tiers, d'une manière que l'accord de 2020 n'avait pas pleinement anticipé. Une certaine renégociation des conditions, y compris un certain recours à la pression tarifaire pour ramener les parties à la table, constitue un outil légitime de diplomatie commerciale. La taxe canadienne sur les services numériques
Ces règles de contenu touchant les plateformes de diffusion américaines et son secteur laitier, sous gestion de l'offre, sont de véritables irritants qui représentent des domaines où le Canada n'a pas pleinement respecté l'esprit d'une concurrence ouverte. Ce sont de vraies questions. L'administration n'a pas tort de dire qu'une certaine renégociation est justifiée. Mais voici le pivot structurel qui fait s'effondrer ce contre-argument. La méthode choisie pour mener cette renégociation était le problème, pas l'objectif. Violer un traité pour le renégocier ne produit pas un traité de remplacement plus durable. Cela produit un traité de remplacement dont chaque signataire comprend qu'il peut lui aussi être violé à volonté. Le levier gagné à court terme est absorbé par la crédibilité perdue à long terme. Cela peut encore sonner comme de la fermeté au podium, mais les institutions, elles, se souviennent généralement de la facture plus longtemps que du slogan. Si vous voulez renégocier la SEUM, et il y a des raisons légitimes de le faire, vous le faites au moyen du mécanisme de révision obligatoire prévu par l'accord lui-même, qui est prévu pour juillet 2026, pas par des tarifs d'urgence, pas par des urgences frontalières fabriquées, mais par le processus que vous avez accepté d'utiliser. C'est pas de la faiblesse, c'est la différence entre un système fondé sur des règles et un système fondé sur des préférences. Et un système fondé sur des préférences ne fonctionne que pour le pays qui détient le plus de pouvoir. Au moment où ce pays montre une quelconque vulnérabilité économique, politique ou juridique, tout l'édifice commence à s'effondrer. Et le pouvoir qui continue de confondre le bruit avec la permanence finit généralement par découvrir la différence un peu trop tard.